30 mai 1985. Conversation avec Sujata. Vision de Satprem avec Gorbatchev. C'était dans la nuit du 29 au 30. D'abord, je me suis trouvée, je ne sais pas, dans un endroit inconnu, avec une personne inconnue qui préparait un explosif très puissant, et sous un volume extrêmement réduit. Et il voulait aller faire sauter Reagan. Remarque, moi, je n'avais pas d'objection, point d'exclamation entre parenthèses. J'étais neutre, je regardais cela et il me montrait. Son explosif était un truc très petit, comme un paquet de biddies, tu sais, les paquets de cigarettes indiennes. Et c'était extrêmement puissant et facile à cacher. Tout cela, c'était moi qui le pensais. Je me disais, oui, c'est assez facile à cacher. Enfin, c'était un inconnu qui préparait cela ou qui montrait cela. Et subitement, je me suis trouvée transportée chez Gorbatchev, ce qui m'a fait penser que tout cela se passait en Russie, Sujata. Mais, excusez-moi, cet homme que vous avez vu, c'était un Indien ou... Non, c'était un occidental. Ce devait être probablement un Russe. Parce que, instantanément, une fois qu'il m'a montré cela, je me suis trouvée transportée instantanément chez Gorbatchev. Cela devait se passer en Russie, n'est-ce pas? Un inconnu qui me montrait. Non, cela ne se passait pas du tout en Inde. Dans mon esprit, c'est clairement en Russie que cela se passait parce que, je t'ai dit, instantanément. On voit d'abord, on vous montre le fait, ou bien cet inconnu me montrait son intention en tout cas. C'est un truc extrêmement puissant, sous un volume très réduit. Je me suis dit, tiens, c'est comme un paquet de biddies. Rire est facile à cacher. Et il voulait aller faire sauter Reagan. Bon. Et instantanément, une fraction de seconde après, dès qu'il m'a eu montré son truc, je me suis trouvée chez Gorbatchev. Donc tout cela probablement se passait en Russie. Il y avait sa femme aussi qui était là. Et puis beaucoup de security guards, les gardiens de la sécurité, une atmosphère extrêmement secrète. Il y avait beaucoup de ces types de la sécurité. Et Gorbatchev commençait par me... Beaucoup de choses devaient avoir un sens symbolique. Il me montrait les choses secrètes. Il m'expliquait toute une ligne de défense, qui était d'ailleurs quelque chose probablement montré symboliquement comme une espèce d'allée avec des arbres qui séparent un territoire d'un autre. Et il y avait des trous dans cette ligne de défense. C'était comme des arbres très obscurs, n'est-ce pas, serrés les uns contre les autres, et puis il y avait des trous un peu plus clairs. Il me montrait sa ligne de défense, et là, c'était plus mental, alors c'est difficile de se souvenir, mais il se plaignait beaucoup de l'attitude tout à fait déraisonnable de Reagan. C'est-à-dire qu'il disait cela, lui, avec raison. Donc, il me montrait cette ligne de défense, et puis il était là, je te dis, entouré de tous ces security guards. Il y avait une espèce de téléphone spécial qui s'allumait avec une lumière rouge, et il donnait des instructions, puis il recevait des messages, et j'étais le témoin de tout cela. Mais comme si j'étais dans le secret des choses, Sujata. C'est-à-dire, lui vous mettez dans le secret des choses. J'étais là, par conséquent, j'étais dedans, tu comprends? Ça se passait devant moi, en tout cas. Tout cela. Et puis, il a voulu me montrer un plan à un moment ou une photo. Je ne sais pas si c'était une photo ou un plan. Et c'était comme deux grands cubes de béton. Mais à ce moment-là, un de ces security guards est venu et a fait signe à Gorbatchev qu'il ne devait pas me montrer cela. Puis ce type a voulu me fouiller et il a vu le petit sachet de mer que j'ai sur la poitrine. Mais j'ai refusé qu'il me touche, qu'il le touche lui-même. Et il insistait pour des raisons de sécurité, pour voir ce qu'il y avait là. Alors j'ai bien voulu l'ouvrir moi-même. Et dans ce petit sachet, il y avait cette photo de mer, n'est-ce pas? Mais étrangement, j'ai tiré ça, et c'était comme tout noirci. Sujata. Oh! Avec d'autres papiers que... Mais j'ai eu vaguement l'impression que c'est mères, simplement, qui voulaient se masquer, qui ne voulaient pas se montrer. Là-dessus, il y avait la femme de Gorbatchev qui était là aussi, qui était très active. Elle est très active, cette femme, elle a un rôle très actif. Là-dessus, Gorbatchev a commencé à me poser toutes sortes de questions sur l'immortalité, sur l'œuvre. Là, je ne pourrais pas te dire exactement tout ce qui s'est passé parce que ce devait être dans un domaine très mental et je n'ai pas gardé le souvenir des échanges. La seule chose est qu'il s'intéressait à ce que je faisais. Et il s'intéressait à cette œuvre, n'est-ce pas?
Il n'a pas prononcé le nom de mère, mais je me souviens clairement de immortalité, ça l'intéressait, le problème. L'œuvre, c'est-à-dire la transformation de tout cela. Sujata. Pas l'immortalité comme la concevaient les rishis védiques. Ça, je ne pourrais pas dire. Il a employé le mot immortalité. C'est comme cela que ça se traduisait dans sa conscience. C'est-à-dire qu'il s'intéressait au problème. Tout cela était très long. Même dans le temps, c'était très long. Je ne peux pas donner tous les détails parce que je ne m'en souviens pas, sauf que j'étais devant un homme très intelligent et extrêmement capable et franc, droit, sans détour. Il n'y avait pas beaucoup de sentiments dans tout cela, mais un homme qui s'intéressait et qui voulait savoir. Et à la fin de tout cela, il m'a invité à prendre un repas avec sa femme. Ça s'est terminé là. Il y a beaucoup de choses dont je ne me suis pas souvenu, mais le fait important, c'est que, tu vois, déjà, cet Andropov que j'avais rencontré s'intéressait beaucoup. Mais alors lui, il m'avait fait passer un véritable interrogatoire. Sujata. Andropov? Oui, c'était vraiment comme un interrogatoire par un homme méticuleux qui voulait savoir dans les détails et c'était pas tellement agréable, tu comprends? Mais enfin, c'était aussi quelqu'un qui voulait savoir. Tandis que Gorbatchev, la différence, c'est qu'il y avait une intelligence beaucoup plus grande qui était capable de comprendre les choses. Et une franchise, une droiture, n'est-ce pas? Un homme sans détour. Il n'y avait pas beaucoup de cœur dans tout cela, ni de sentiments, mais une intelligence. Et une intelligence, c'est tout de même quelque chose qui peut comprendre. C'est cela qui m'a frappé. C'est ce que j'ai rencontré, c'est que j'ai rencontré là quelqu'un qui était vraiment intelligent. Mais pas l'intelligence obscure, tu comprends? Parce qu'il y a des intelligences obscures, c'est-à-dire qui se servent mal de leur intelligence. Lui, c'est un réalisateur. Et probablement ce que je fais, enfin je dis je fais, mais enfin, on est des symboles ou des représentants de quelque chose. Son intelligence comprenait l'importance de ce qui se faisait et il voulait savoir, il voulait comprendre, c'est tout. Sujata. Et son security guard? Il en avait plusieurs. Oui, mais est-ce que c'était le même qui voulait vous fouiller et qui a dit à Gorbatchev de ne pas montrer ce plan? Et je crois bien que c'était le même. C'était le même. Donc il devait être le chef des security guards. C'est possible. Il avait un rôle tout de même assez décisif parce que quand Gorbatchev a voulu me montrer ce truc, il a fait simplement un signe à Gorbatchev. Ça, il ne faut pas montrer. Et Gorbatchev n'a pas montré. Mais j'ai quand même eu le temps de voir, il y avait ce plan ou cette photo, je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement. Mais enfin, tout cela se passait comme dans le control room de Gorbatchev, la chambre de direction de Gorbatchev. Il téléphonait devant moi, il recevait des messages, j'étais là-dedans. Sujata. Et pourtant, un étranger, puisque le security guard voulait vous fouiller. Mais c'était beaucoup plus tard. C'était après, oui. Pas au début. Pas au début. Probablement, il s'est méfié. Tu vois, ce qu'il avait attiré, c'était ma photo de mère que j'avais là. Ça lui semblait un peu... il devait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas rire. Sujata. En harmonie avec ce qu'ils sont. Et il téléphonait devant moi, il recevait des messages. Une atmosphère très secrète. Il y avait constamment des échanges d'informations, des coups de téléphone, des messages. C'était très actif. Très actif et très secret. Mais enfin, le fait important, c'est la qualité de l'homme que j'ai rencontré. Et puis, Sujata, sa femme. Oui, sa femme était très active. Très active. Je n'ai pas le souvenir, en tout cas, de lui avoir parlé directement, mais j'ai le souvenir qu'elle était là et qu'elle était très active. Elle avait un rôle en italique. Et aussi une impression, quoique je n'ai pas eu un contact direct avec elle, une impression de quelqu'un qui comprend, qui est intelligente. Tu comprends, c'est une vraie aide pour lui, pas une liane. Mais j'ai le souvenir, la façon dont il m'a dit, quand il me montrait ces trucs secrets de défense, il me disait, ou il me faisait sentir, ou il me disait, parce que là ça se passe dans un langage qui n'est pas un langage habituel, que ce Reagan avait une attitude vraiment déraisonnable.
ton très digne. Et la façon dont il disait cela n'était pas la façon d'un homme en colère ou qui considère un ennemi, etc. C'est très déraisonnable, même ton digne. C'est un homme très déraisonnable. Sujata. Il faisait une constatation. Il constatait, et c'était véridique. Silence. Et tout d'abord, il y avait cette première scène avec un inconnu, je ne sais pas, qui préparait un explosif très puissant et un tout petit pour aller faire sauter Reagan. Je n'avais pas d'objection, rire. D'ailleurs, je n'avais rien à commenter, je regardais. On me montrait, je regardais. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a un intérêt chez ces Russes, un intérêt pour l'avenir, pour le vrai avenir, ou pour ce qui se passe ici, pour ce qu'on fait. Ça les intéresse. Oui, Lyudmila était la première à être tellement intéressée. Elle était très intéressée, bien entendu, ma douce. Il n'y a pas besoin d'y mêler tous ces dieux et ces religions, ces espèces de faussaires de la spiritualité ou ces pseudo-dieux, n'est-ce pas? C'est très raisonnable ce que dit Sri Aurobindo. Cela peut se comprendre d'une façon tout à fait matérialiste. C'est acceptable pour un esprit rationnel. Et en effet, ça paraît être la vraie solution. Quand on se met en route, on comprend beaucoup d'autres choses, mais enfin, l'important, c'est que rationnellement, les gens comprennent et se disent « Tiens, peut-être qu'on pourrait essayer cette route. » Ils seront peut-être surpris au bout de trouver qu'il y a autre chose, point d'exclamation entre parenthèses. Mais l'important est qu'ils se mettent en route, qu'il y ait une autre solution que leur matérialisme obscur ou alors ces spiritualités qui sont de fausses lumières. Sujata. Ce ne sont pas des spiritualités, ce sont des religions. Ou des religions ou des spiritualités qui sont de fausses lumières et de fausses voies. Bon, cela, bon, ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent comprendre. Lyudmila avait très bien compris. Eh bien, les Américains sont très loin d'avoir cette curiosité. Silence. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire sauter Reagan? Je n'en sais rien. Ou ce ne serait pas une perte pour l'humanité. Sujata. Non, mais vous savez... Bon, malheureusement, il sera tout de suite remplacé par d'autres petits Reagan. C'est plein de Sujata. Ce n'est pas une solution. Ouais, il y a 200 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Hein. Ça, c'est vraiment une condamnation. Sujata. Oui, c'est cela. Ce n'est pas une solution. Bien entendu, ce n'est pas une solution. Mais enfin, peut-être que le divin a un plan que je ne connais pas. Rire. Sujata. Lui aussi, il garde son secret, hein? Il garde son secret. J'espère bien. Pas j'espère bien, je suis certain et de plus en plus qu'il a un grand plan. Sujata. Qui déjouera tous les autres plans. Oui. Ça reviendra vraiment à Man proposes and God disposes, et pas le contraire qui semble être le cas. Note de bas de page, l'homme propose et Dieu dispose. Oui, et il serait temps, il serait grand temps. Silence. Mais il y avait une très grande différence entre cette espèce d'interrogatoire que me faisait subir Andropov et Gorbatchev. Une très grande différence. Une très grande différence. D'abord d'intelligence, et puis de clarté, si je puis dire. Note de bas de page. Ce bon Gorbatchev sera balayé par les manipulations américaines en 1991 et remplacé par un pion des Américains, Boris Eltsine. Sujata. Mais vous aviez vu autrefois, qu'est-ce que vous aviez vu? C'était dans le Red Square ou quelque part où l'on vous offrait du champagne. Non, je passais à Moscou, je ne sais pas comment, c'était il y a plusieurs années, et on m'offrait comme une liqueur dans un grand verre, et ça avait une couleur dorée, orange doré. C'était une liqueur délicieuse. C'était la Russie qui m'offrait cela, comme un beau cognac, tu sais, cette couleur de cognac un peu doré.
Je me souviens, c'était à Moscou. Sujata. Et dans un gobelet dans un verre, parce que je voyais clairement la jolie couleur de ce vin ou de cet alcool ou quoi, enfin, ce que l'on m'offrait. J'ai toujours eu un très bon accueil et un intérêt. J'ai toujours trouvé un intérêt chez ces Russes. Mère disait bien, ils sont au bout de leur expérience et ils ne savent pas comment en sortir. Eh bien, Sri Aurobindo leur offre une merveilleuse sortie matérialiste. Mais le vrai matérialisme, tu comprends, pas leur matérialisme épais et obscur et mortel. Je suis sûr que les Russes comprendraient. Si l'on pouvait répandre un peu le message là-bas, ils comprendraient très bien. Mais enfin, Mère disait que c'était l'Amérique. Et je comprends, les Américains ont un dynamisme formidable. Mais il y a une crasse, hein, ouf. Il leur faut une bonne leçon pour les tirer de leur haute technologie et de leurs prétentions aussi grandes que leur technologie. 31 mai 1985. Cette sensation, Mère passe à travers toutes les cellules, les tissus, les pores pour se matérialiser, comme à travers les parois d'une gargoulette. Soit, depuis 2 jours, un empoisonnement. Et découvert que notre puits est contaminé par la pollution générale des nouvelles maisons construites par la colonie des Harijans. Cela aussi est un signe de notre encerclement. Cela galope. Il faut condamner le puits. 1er juin 1985. Vision. Ce matin de bonne heure, juste avant de me réveiller, j'ai vu une image de la nouvelle conscience. J'étais sur mon lit et je m'apprêtais à faire le Sirsasana, les pieds en l'air et la tête par terre. C'est un exercice que j'ai fait des milliers de fois et qui me semblait très facile autrefois. Mais là, j'avais la sensation que c'était assez périlleux et je prenais grand soin que la tête soit parfaitement posée, en équilibre, dans le triangle des bras. Et lentement, lentement, je me mettais en position de décollage. Je me souviens que je refaisais plusieurs fois cette mise en position avec une certaine crainte de basculer en arrière hors de mon lit. Mais j'ai vu soudain, près de mon lit, un grand tronc d'arbre, un très grand arbre, dont je voyais seulement le tronc. Je ne m'étonnais pas autrement qu'il fût là. Et je me disais, si je culbute, je pourrais toujours appuyer mes pieds là, sur ce tronc. L'arbre est généralement le symbole d'un être, et je me doute bien de qui est cet être. Il y avait tout de même ce sentiment que c'était périlleux, et je ne me suis pas vue décoller finalement pour redresser mes pieds en l'air. Je m'apprêtais seulement et veillais à être bien en équilibre. Un renversement de position. Toute la matinée, c'était une si formidable invasion de puissance à travers toutes les cellules, et instantanée. À peine me suis-je allongé que c'était un jaillissement ou une perfusion si formidable. Le corps essaie de se laisser aller complètement avec une telle foi ou certitude que c'est Mère, c'est Sri Aurobindo. Quelque chose se dit. Il y a tout de même un moment où il faudra laisser cette façon d'être pour une autre façon d'être, non? Cette névralgie est très gênante. Après-midi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est au-delà de toute compréhension, au-delà de toute possibilité humaine. C'est inconnu. C'est suprême. Mais quoi? C'est le suprême. Dans la forêt. C'est tellement autre chose qu'il n'y a aucune chose par rapport à quoi situer. On pourrait dire c'est impossible et c'est possible. Et c'est complètement matériel.
Je ne sais pas ce que dirait une chenille qui sort du cocon. Nous dirions ce n'est plus une chenille, mais elle dirait quoi? Nous regardons cela du bout de nos lunettes de déjà vécu. Nous ne comprenons les changements que dans le sens de notre matière continue, telle que nous la connaissons. Dieu sait à travers quel écran. Nous sommes dans le cocon, scientifique SVP. Et comment pourrions-nous comprendre ce qui est dehors? Nous n'avons même pas idée qu'il y a un dehors. Dehors, c'est peut-être bien le ciel, c'est peut-être bien l'enfer, ou peut-être la mort, à moins que ce ne soit le nirvana, ou je ne sais quelle autre bille visée. Alors, mais un dehors matériel, en italique, c'est tout à fait anti-scientifique. Nous sommes des attardés électroniques. En tout cas, la première chose perceptible, mais indescriptible, c'est un océan de Shakti. C'est comme d'être dans le ventre de la mère universelle. Je dis dans le ventre parce que on fait partie d'eux. Ce qui circule dans la mère circule dans le bébé. Il y a probablement eu des chimpanzés qui se croyaient tout à fait scientifiques à leur manière. Il n'y a pas la science. Il y a des sciences successives. C'est comme le divin. Il est en devenir ou il nous tire dans son devenir. PS, le prochain divin n'aura pas de pape. 2 juin 1985. J'ai vu ceci. Il y a une dernière barrière de fantômes à traverser. La mort pèse de toutes ses forces. L'impossible pèse de toutes ses forces. Mais c'est toi. Ce ne peut être que toi. Il n'y a que toi. Toi, en lettres capitales. Soit il y a quelque chose qui est tout à fait impossible et qui doit, en italique, devenir possible. C'est tout le problème physiologique. Oh Seigneur, oui, il faut sortir de cette calamité humaine. Il n'y a pas d'autre calamité. Et pourtant, c'est la porte d'or. Il faut avoir vu l'une pour ouvrir l'autre. Ou plutôt, il faut que l'une devienne assez poignante pour vouloir ouvrir l'autre. 3 juin 1985. La barrière de fantômes est traversée. Oui, c'est un renversement de position. C'est le commencement, c'est majuscule. Cela n'a rien à voir avec les merveilles que nous imaginons et pourtant c'est ce qu'il y a de plus inimaginablement merveilleux. Soit les merveilles que nous imaginons sont toujours de l'humain magnifié. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute, c'est quelque chose qui s'en va. Ma douce me dit que c'était le 3 juin 1977 que l'agenda a été libéré. Visite chez Maître Mercier à Paris, il y a 8 ans. 4 juin 1985. Il faut recommencer l'opération plusieurs fois. J'ai réellement l'impression d'être au bout et de n'en plus pouvoir. Soit, dès que l'on sent, en italique, que l'on n'en peut plus, il se jette à la tuerie. Il faut traverser la porte de cette calamité. C'est tout ce qui m'accroche. Il faut que l'espoir commence quelque part sur la terre, non? Hindou, 4 juin 85. Mère Teresa s'exprime contre l'avortement. Lausanne. Mère Teresa a déclaré que l'avortement
est la plus profonde des pauvretés. Une semaine avant que les électeurs suisses ne se prononcent sur un projet de loi controversé sur le droit à la vie. Mère Teresa a dit « L'avortement détruit l'amour, la paix et l'unité ». La religieuse catholique de 75 ans a parlé hier devant une foule de 2000 personnes dans la cathédrale de Lausanne. C'était sa première visite en Suisse. Le 9 juin, les citoyens suisses décideront d'une proposition de loi qui engagerait les autorités fédérales à assurer légalement la protection du droit à la vie. Un monde complètement abéti sous des oripeaux religieux. Mère Teresa ou le triomphe des spermatozoïdes. Et ils appellent cela amour. Les rats et les cancrelats ne parleraient pas mieux, et sans prétention religieuse.